Bonjour, je vais vous inviter à rejoindre vos places. En effet, c'est un programme passionnant, riche, mais chargé. Il faut que nous tenions les délais pour celles et ceux qui tout à l'heure reprendront la navette. Je suis très heureux de vous accueillir, si nombreux et nombreux, pour cet hommage à Cathy Bernheim. Avant de passer la parole à Michel, je voulais dire un petit mot d'accueil. Vous le savez, Cathy Bernheim nous a quittés le 8 avril dernier, et c'est quelques jours plus tard, quelques semaines, le 11 mai, que je vous écrivais, cher Michel, pour que nous organisions un hommage chez Colette. Cette rencontre devait inaugurer le nouvel espace dédié à la création féminine installé dans les communs de la maison de Colette, mais ce n'est pas à vous, cher Michel, que j'apprendrai que s'il est bien quelqu'un d'inconstant en ce monde, ce sont les entreprises du bâtiment. Donc la salle n'était pas prête. Et je remercie très chaleureusement le maire de Saint-Sauveur, Johan, qui est parmi nous, je ne le vois pas là, mais je sais qu'il est là, de nous avoir permis d'occuper cette salle afin d'être au rendez-vous, de pouvoir tenir notre promesse. Contrairement à beaucoup d'entre vous, de personnes présentes dans cette salle, je ne peux pas dire vraiment que j'ai connu Cathy Bernheim, mais je peux ici avouer que je l'ai aimée dès notre première rencontre. C'était il y a 13 ans, à l'occasion de la première édition du Festival international des écrits de femmes, où elle était venue sur la suggestion d'Audrey Lasserre, qui est parmi nous, parler de ses chroniques du sexisme ordinaire. Depuis, nous nous sommes retrouvés à de nombreuses reprises chez Colette, bien sûr lors du FIEF, pour une rencontre autour de Marie Shelley en 2019, pour les 50 ans du MLF en 2020, en pleine crise sanitaire, avec Geneviève Brisac, Martine Storti, qui est parmi nous, Xavier Gauthier, puis pour une carte blanche en 2021, Femmes, Liberté, Libération à l'horizon, avec Geneviève Brisac, Chana Chafik, Paula Jacques, Liliane Candel, qui est parmi nous, Françoise Pic, qui est également parmi nous, Martine Storti, qui est parmi nous, à quelques pas d'ici. On avait fait cette rencontre dans la salle de l'Orangerie. À chacune de ces rencontres, j'ai pu réaliser, mesurer à quel point Cathy était entourée, vous l'aurez entendu d'ailleurs dans ces noms qui reviennent souvent, et à quel point l'adhésion qu'elle suscitait était spontanée, sa capacité d'entraînement. Cathy, j'allais dire Colette, mais Cathy, c'est certain, avait tout d'un ou d'une leader. Elle aurait pu, après la pose de la gerbe sous l'Arc de Triomphe, dans les réunions et les manifestations qui suivirent, prendre la tête du mouvement qui était naissant, d'être la porte-parole peut-être et le visage, mais voilà. Cathy n'avait aucun goût pour l'autorité, en tout cas pas celle qui s'impose aux autres, bien souvent contre les autres. Elle n'avait aucun goût pour l'autorité qui isole plutôt qu'elle ne réunit. Cathy préférait écrire, elle préférait imaginer, elle préférait chanter, elle préférait contempler, comme vous pourrez le voir sur cette série de photographies prises par Cathy pendant ces nombreuses réunions des années 70. À son sujet, j'ai repensé hier à ces mots de la romancière Christine de Rivoire dans Le Petit Matin en 1968. Il y a des gens comme ça qui ne reconnaissent pas la haine. Pourquoi la reconnaîtraient-ils? Ils ne l'ont pas connue, ils sont nés tranquilles et distraits, ils aiment la nature pour la contempler, pas pour la vaincre. Colette, quant à elle, avait une expression qui me semble avoir été presque inventée pour Cathy. L'écrivaine utilisait pour désigner les femmes d'exception de son entourage, la peintre Louise Hervieux, la doctoresse Marthe Lamy, Isabelle de Comminges, la célèbre Panthère, Diane Valentine Feydeau, la sœur de Georges, ou même certaines de ses héroïnes, comme Léa de Lonval dans Chéri. Pour les désigner, elle employait une expression qui était une forme d'élection, chic type. Et oui, pour moi, c'était cela, Cathy, c'était un chic type. Au fond, c'est peut-être cela que nous avons toutes et tous en commun aujourd'hui, ce coup de foudre amical, cette envie joyeuse de la suivre, Cathy, dans ses engagements, dans ses passions et à travers ses livres, pour ce don de l'amitié qu'elle possédait merveilleusement, cette amitié qui nous réunit pour célébrer aujourd'hui ce chic type qui était aussi un grand type. Organiser un tel rendez-vous ici à Saint-Sauveur-en-Puisay, vous avez pu le réaliser, c'est une forme de défi, peut-être une gageure, peut-être même une folie. Voyez donc jusqu'où Cathy est capable de nous mener, même encore aujourd'hui. Et je voudrais remercier très chaleureusement celles et ceux qui sont venus de loin, parfois même de très loin, pour participer à ce moment. Je pense bien sûr à Audrey Lasserre, qui est venue de Belgique, je pense à Sophie Chauveau, qui est venue du sud de la France. Et remercier aussi celles et ceux qui, par leur contribution, à un titre ou à un autre, ont participé à l'organisation et à la réussite de cette journée. Corinne Happ, Sonia Hopf,
Caroline de la Maison de Colette, qui a été omniprésente. Un mois après le fief, elle a dû se dire que j'exagérais un petit peu, mais je suis sûr qu'elle m'a déjà pardonné. Nicolas Perge et David Lavial, qui ont filmé Geneviève Fraisse, que vous verrez tout à l'heure. Léo Grunstein, qui a réalisé cette magnifique affiche pour cette rencontre. Et enfin, et surtout peut-être vous, cher Michel, qui avez conçu cet hommage. Alors peut-être que Cathy m'aurait grondé en fin de compte, elle m'aurait dit « fais mage quand même, Frédéric ». Merci donc à vous, cher Michel, merci à toutes et à tous pour ce joyeux fait mage, et je passe la parole à Michel. J'ai pas l'habitude des micros. Vous me dites si je le tiens bien. Alors, je suis venue pour la première fois à Saint-Sauveur-en-Puisé il y a plus de 20 ans, dans les années 90. C'était avec Michel Cohen, éditrice et agent de Cathy, qui avait déménagé du canal Saint-Martin pour la Bourgogne. L'association des Amis de Colette travaillait au rachat de sa maison natale et les travaux commençaient à peine pour faire du château le musée de Colette. C'est grâce aux associations, à la mobilisation de la population et en grande partie aux dons que la maison de Colette a pu enfin ouvrir en 2016. Donc plus de 25 ans après le début du travail. Et grâce à Frédéric Maget, le travail qui est fait depuis avec Frédéric Maget et toute l'équipe est très précieux pour la littérature, l'écriture, les femmes et la pensée contemporaine. Alors, par les temps glaciaires qui se profilent pour la culture, je vous encourage à soutenir la maison de Colette. Voilà. Cathy, maintenant. À l'école, le français était sa matière préférée et très tôt, Cathy écrivait des poèmes. Pour l'un de ses anniversaires, son père, attentif, les avait fait relier en plusieurs exemplaires. Je ne les ai malheureusement pas retrouvés pour le moment. Son père, mon père, ce héros au visage si doux, ou encore diable, diable, dit-il en se grattant la tête, nous avions 5 enfants, cela va faire 7. Cathy aimait la poésie et en récitait à l'occasion des détails de la vie quotidienne. Victor Hugo, Verlaine, bien d'autres. Donc, son père, toujours attentif, a amené Cathy, adolescente, écouter Barbara en concert, quelque part sur la Côte d'Azur. À la fin du concert, Cathy, qui admirait Barbara, est allée la trouver dans sa loge pour lui offrir son livre de poèmes en signe de sororité. Barbara l'a ouvert, un peu lu, et a affectueusement encouragé Cathy à continuer d'écrire. Plus tard, à Paris, une amitié s'est liée avec Simone de Beauvoir qui lui disait « Écrivez, Cathy, vous êtes écrivain, vous êtes écrivain ». Ces paroles étaient pour Cathy son blason secret. Écrire. Un livre si universel qu'il soit, que son succès soit fulgurant ou pas, on ne sait pas la perception que l'on en aurait 100 ans après, s'il paraissait 100 ans après. Mais s'il est dans son temps, on le retrouvera, car le temps, c'est l'histoire. Cathy était vraiment un écrivain dans son temps, avec toujours un pied dans l'action et l'autre dans le moment de l'écriture. Après 1968 et la libération des femmes, et la littérature et l'art du monde entier, avec l'autofiction et la science-fiction explorant le vivant, sa manipulation, ses artifices, jusqu'à sa mémoire. Même les biographies explorent la modernité et ses questions éthiques, Marie Shelley, Picabia, Valentine Hugo, et celle de son grand-oncle Hippolyte Bernheim, inventeur de l'hypnose thérapeutique. Je vais laisser la place à toutes et tous, à ses amis fidèles, à ces amis qui ont été là tous les jours pendant les 3 mois difficiles. Vous allez entendre la voix de Cathy dans un message un peu triste, mais teinté de l'optimisme et la force de Cathy. N'oubliez pas ces mots, quand vous veniez la voir, « Je vais bien », disait-elle avec un petit sourire. Voilà. Je me dis, si j'ai peur, de toute façon, j'aurai pas peur quand elle sera là. C'est-à-dire que on peut pas. Il y a un moment où on ne peut pas imaginer ce que c'est qu'une expérience. Il faut la vivre. Bon, ben je traverserai comme tout le monde, parce que c'est pas pour dire on n'est pas les premières ni les dernières à qui ça lui arrivera.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mon optimisme, c'est, je crois en la force des femmes et de notre esprit, de nos expériences. Moi, je suis forte des expériences que j'ai vécues dans le mouvement des femmes. Je suis forte de l'amour de mes amis et de mes amantes. Et avec ça, je dois pouvoir traverser les épreuves qu'il faut pour aller... on n'en sait rien d'ailleurs, mais je m'en fous totalement, on verra après. Voilà. Voilà. Parmi les personnes qui sont venues rendre hommage, rendre fémage, je vais y arriver, à Cathy, je suis très heureux de retrouver, car nous avions eu le plaisir de la recevoir pour un hommage à Rachel Mizrahi, Orit Mizrahi. Son nom, bien sûr, pour vous, est associé à celui de Rachel Mizrahi, et donc à celui de Christiane Rochefort, et donc à celui de Cathy. Je la remercie d'avoir accepté de venir pour faire entendre quelques textes qui vont permettre de traverser comme cela les expériences dont parlait à l'instant Cathy. Je lui passe la parole pendant que Rudy peut lancer le diaporama qui vous rappellera quelques souvenirs. Les actions réussies ont en commun avec les belles nuits d'amour qu'on ne sait trop quoi en dire le lendemain ou 12 ans plus tard. Prononcées hors de tout contexte, les « c'était bien » ou « c'était beau » semblent des opinions qui n'engagent que leur auteur. Les comptes rendus froidement détaillés manquent de précision pour transmettre l'émotion qu'elles ont fait naître. Les descriptions lyriques ont le défaut des gros plans. On voit bien qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait trop quoi. Le terrain était un vaste terre-plein, au centre du point de convergence de 12 avenues, une sorte d'étoile semblable, en apparence et vue d'avion, à ces mers oursins qu'on trouve dans les profondeurs océaniques. Une dalle de béton, enjambée par des arches grotesques et monumentales, formant un ensemble qui a reçu le nom d'Arc de Triomphe. Lorsque perturbation arrive, déposée par un frère attentif qui les suivra tout le reste du jour, il y a, au milieu de ce troupeau, quelques têtes connues qui tournicotent autour de morceaux de tissu enroulés sur des bâtons. Gros plan. Bientôt, une ou deux voitures s'arrêtent aux alentours et délivrent d'autres amis. L'une portant des tracts, l'autre une couronne de fleurs dédiée à la femme inconnue du soldat. On note soudain une agitation inhabituelle du côté du tombeau. Des hommes bardés d'appareils de photo, de caméras, de câbles, de bandes magnétiques. Il ne faut plus perdre de temps. On déroule les banderoles, on porte la couronne à bout de bras, solennellement, et l'on s'approche du lieu de recueillement où d'ailleurs personne ne se recueille. On n'a pas le temps d'arriver qu'on est déjà empoigné par les gardiens, plus tellement de la paix soudain, qui dans un pas de danse tentent d'empêcher que la couronne n'arrive à destination. Les banderoles sont promptement saisies et repliées, confisquées. C'est à peine si les spectateurs ont le temps de lire « Un homme sur deux est une femme » ou « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme », que déjà n'apparaissent plus que quelques bribes de mots. Me, sur, de, nu, sol, nu. Est-ce une musique ? Christelle, qui est si menue, lutte vaillamment pour pousser le tout, gardien, ami, banderole, couronne, le plus près possible du but initial de la promenade. Elisabeth, qui n'étant pas française craint l'expulsion, joue avec son plus bel accent les touristes à qui vient d'échoir par hasard un paquet de tracts. « Oh, well, ce sont des femmes, women !» Clémentine a mis des lunettes noires pour que les journaux n'impriment pas sa bobine de scientifique licenciable. Tout ce monde avance irrésistiblement sous les flashs et les injonctions des hommes de presse, convoqués pour l'occasion avec beaucoup d'énergie et de savoir-faire par Sylviane. Sans ménagement, chacun des gardiens s'empare d'une des actrices du jeu. Elles sont 9, mais 2 ou 3 se glissent dans la foule qui bade. Qui par le col de sa chemise, qui par l'épaule, et les entraîne vers un des piliers où se trouve dissimulé le poste de police. Tout est allé très vite. Trop sans doute, car un photographe s'agite hystériquement sous le nez de perturbation en hurlant « Débattez-vous »
Débattez-vous ! Et elle, qui est femme de spectacle, se dit qu'il n'a pas eu grand-chose à mettre sous son appareil, le pauvre. Elle échappe à son garde pour faire, avec une grâce de jeune éléphante, un dernier petit tour de piste, aussitôt rattrapé et ramené dans le droit chemin, le bras tordu dans le dos. Dans le petit local où on les a poussés, un téléphone noir est accroché au mur. C'est celui qu'un des policiers va utiliser pour mener une longue conversation totalement hors de propos avec un supérieur au sujet de la femme d'un de ses collègues qui serait à l'hôpital. Elle ne tarde pas à comprendre, devant sa mine de conspirateur, son air de petit garçon qui joue aux Indiens sur le sentier de la guerre, le morceau de papier qu'il tient à la main et consulte pour y trouver ce qu'il faut dire, qu'en fait, il est en train de demander des renforts. Les amis se regardent. Des renforts ? Contre L6 ? Puis arrive effectivement l'ordre, en force déployée, modérément mais démesurément. Le panier à salade descend avec elle les Champs-Élysées pour les livrer à une sorte d'aquarium où elles attendent longuement, les chansons aux lèvres, le contrôle de leur identité. Nouveau voyage, nouveau commissariat, central celui-ci, et les voici relâchés, des heures plus tard, dûment sermonnés. Christelle, qui est à la fois l'aînée et la plus connue, s'entend dire sur le pas de la porte que la prochaine fois, il lui suffira de demander l'autorisation. Et elles riront longtemps de cette liberté sur permission qu'on pense pouvoir leur octroyer. La liberté, désormais, elles la prendront, sans demander l'autorisation. Du moins le croient-elles, dans l'ivresse de leur libération. Elle ne pouvait pas être parmi nous, mais elle a enregistré un message car elle tenait à apporter son témoignage. C'est la philosophe Geneviève Fraisse. Je remercie Nicolas Perge et David Lavielle d'être allés chez elle pour tourner cette petite vidéo donc, qui va servir d'introduction à nos rencontres. Je ne présente pas Geneviève Fraisse, vous connaissez ses travaux. Elle est venue à Saint-Sauveur-en-Puisaye, d'ailleurs, pour un grand entretien. Je cite parmi ses ouvrages les plus récents, L'égalité sans retour et le féminisme, ça pense. Je lui laisse la parole. D'abord, Cathy Bernheim est debout. On est à la joie de lire, chez Maspero, rue Gilles-Cœur, en bas du boulevard Saint-Michel, du temps où c'était le grand lieu de rencontre, de l'après 68, de l'avant aussi d'ailleurs. Et le torchon brûle est présenté en sous-sol. Il y a un sous-sol où il peut y avoir des réunions. On y va tellement dans cette librairie. Et je suis sur l'escalier, je ne connais pas grand monde, on doit être en 71. Et tout d'un coup, il y a une femme qui se lève pour prendre la parole. J'ai gardé l'image, elle est imprimée en moi. C'est Cathy Bernheim. Et elle parle. Donc c'est à la fois son corps qui se met debout, elle est debout, et elle qui parle, alors qu'on est tout entassé comme ça dans ce sous-sol de la joie de lire. Ça, c'est une première image, et puis c'est évidemment le torchon brûle. C'est pour ça que, peut-être à cause de l'impression de cette image, j'ai voulu dire que c'était une figure. C'est une figure du MLF, on sait bien. Mais le mot figure, vous savez, il est terriblement double. Hein. On est à la fois visible et invisible, on est à la fois dans le réel et dans l'imaginaire, on est à la fois dans l'abstrait et le concret. Ça, c'est Cathy. Cathy, c'est une figure d'abord, qui nous a accompagnés. Alors évidemment, ça peut être facile de la laisser là, mais on ne la laissera pas là, on ne la laissera pas dans l'accompagnement. J'ai juste voulu reprendre cette expression qui fera un titre d'un de ses livres, et qui est le bandeau des temps modernes, Les femmes sans tête, en 1974. Et le bandeau, c'est perturbation ma sœur, qu'on retrouvera plus tard, et c'est aussi l'expression que reprend Simone de Beauvoir dans son introduction. Donc, pourquoi perturbation ma sœur ? Parce que c'est quand même complètement étonnant comme titre. Perturbation, est-ce que c'est quelque chose qui serait de l'ordre du mouvement collectif ? Oui. Et bien sûr, et en même temps singulier, c'est-à-dire qu'on a la singularité de perturber, ce que Simone de Beauvoir appellera dans cette introduction un dérangement, et ma sœur, donc c'est à la fois singulier et pluriel. Ça sera Cathy Bernheim tout le temps dans ses textes, que je viens de relire pour certains, pas tous, tellement elle a écrit, il faut le dire aussi. Et le fait qu'il y ait à la fois le collectif et la singularité
c'est ce qui fait sans doute sa particularité. Parce qu'au fond, elle va être à la fois les autres et elle-même. Il y a un dédoublement extraordinaire qu'elle joue dans beaucoup de citations qu'on peut avoir, parce que finalement, c'est ce bascule entre le singulier et le collectif qu'elle a dans une phrase de 74 justement, où elle dit « Les femmes prennent la parole et les mots ont changé ». Prendre la parole, c'est étonnant quand même, puisque moi je lutte contre la libération de la parole post-MeToo pour dire que les femmes prennent la parole. Elle le dit en 74, et elle dit « Et les mots ont changé ». Le passage de la parole aux mots, c'est exactement là aussi. En fait, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'elle est à la fois dans deux endroits tout le temps. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Alors évidemment, comment faire? Elle aura des visages. Comment faire pour être à la fois la perturbatrice et le lien avec ma sœur, c'est-à-dire aussi les sœurs? Eh bien, elle a des visages, et ça, moi, ça me mène aux années 76-79. 76, il y a ce tribunal contre les violences faites aux femmes à Bruxelles, et elle fait des photos. Elle a d'ailleurs très très belles photos de 76 à Bruxelles. Je m'en souviens puisque j'y étais aussi. Et dans ces photos, ce qu'on voit, c'est ce qu'elle va finalement dire. Je fais un saut dans le temps en 2017 lors de l'exposition Esprit critique à Maison Rouge, où il y a une table ronde autour de Raymond Darcier qui est exposée, et puis le MLF est aussi exposé, c'est sur le poste 68, très belle expo, et on fait une table ronde, et Cathy dit, finalement, j'ai fait des photos parce que quand j'en ai marre d'entendre des tas de discours et que ça m'ennuie, je choisis de faire des photos. Et donc, peut-être que les discours de dénonciation des violences à Bruxelles en 76 lui a paru trop. Mais la voir alors qu'on la voit comme photographe, exposant comme photographe ensuite au Salon de Montrouge, juste après Esprit critique, j'ai fait encore un saut dans le temps, on voit que finalement la photo, elle peut dire à la fois que c'est très important pour elle et dire je fais ça parce que je m'ennuie. Donc je prends un appareil. Bon, il se trouve que c'est suivi le sexisme ordinaire est évidemment très important, donc cette chronique qui est dans les temps modernes, pendant plusieurs années de cette décennie 70, et qui sera publiée en 79, et je voudrais dire un mot, parce qu'on croit que c'est la fin de cette décennie, où on a fait beaucoup de choses avant l'arrivée de Mitterrand, et en fait, après coup, et me sens aussi concernée, l'année 79, c'est l'année donc où Monique Haen, qui est une éditrice au Seuil, va créer cette collection qui s'appelle Libre à elle, et je crois qu'on ne s'est pas rendu compte à ce moment-là, tellement on était enthousiaste, de la difficulté que ça représentait d'imposer une collection uniquement féministe en 79 dans une grande maison d'édition, quand on voit toute la suite des événements difficiles quand même pour éditer nos affaires, si je puis dire, bien qu'il y ait en même temps les éditions tierces qui existent après Face à Femme, après 76 aussi, et qui vont avoir, avec Françoise Pasquier, un rôle très important. Donc, libre à elle. Le sexisme ordinaire, cette chronique des temps modernes, qui est donc pour moi un monument d'intelligence, de rigolade, ça invente le mot sexisme. Le mot sexisme arrive à cette époque en France seulement, c'est-à-dire dans les années 70, et qui va être édité donc dans cette collection. Moi-même, je suis éditée dans cette collection avec mon premier livre, Femme toute main. Et pourquoi j'en parle? Parce que Monique Haen demande à Cathy de faire un reportage de photos sur moi pour avoir la photo pour le livre. Donc il y a tous ces croisements qui, sans qu'on s'en rende compte, étaient quand même un petit creuset. Je ne peux pas citer tous les livres qui sont sortis dans cette collection, mais ça reste un moment intéressant. Et je le dis d'autant plus que toutes ces dernières années, j'ai dit à Cathy Bernheim qu'il fallait rééditer le sexisme ordinaire ou le passer en poche, ce qui n'a pas été fait depuis 79. Et à mon avis, c'est un document de notre époque, qui n'est pas seulement un document pour documentaire, mais aussi pour y trouver la pensée de ce qui s'y passait. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Alors après, effectivement, j'en viens, et j'en parle en photo, de ce que j'appelle des visages. J'ai mis une figure des visages. Alors les visages de Cathy Bernheim, c'est incroyable. Parce qu'en 79, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle traduit avec Annette Lévy-Villard une grande partie de l'autobiographie d'Emma Goldman. Emma Goldman, la grande
on peut dire anarchiste, militante et penseuse de l'émancipation et de la révolution. Donc elle est traductrice, elle est chroniqueuse, elle est photographe, elle est écrivaine, ça on l'apprendra aussi très vite, elle est critique d'art. Donc tous ces visages, c'est quoi? Alors c'est là où c'est un peu la deuxième partie de ce que j'avais envie de dire, c'est une question non négligeable. Et j'ai buté, dans un texte qui est d'ailleurs dans le Sexisme ordinaire, sur la petite note qu'elle met, parce que Catherine Crachat, qui sera la signature qu'elle a dans Sexisme ordinaire, il y a deux choses à en dire. D'abord, c'est que Catherine Crachat, c'est pas une invention de Cathy Bernheim, puisque ça vient de Pierre-Jean Jouve, de textes des années 1930, donc de l'écrivain. Mais ça n'a pas l'air d'avoir de lien, sauf que moi, j'ai toujours entendu Crachat comme cracher. Et je ne me suis pas trompée en entendant Crachat comme cracher. Pourquoi? Parce qu'elle dit, c'est dans Sorcière, à la même époque, qui est aussi une revue, Xavier Gauthier l'anime, il y a un texte de Cathy qui dit ouais, je signe Catherine parce que. Je signe Cathy, je ne sais plus Catherine ou Cathy, parce que je ne vais pas mettre Crachat, parce que Crachat, c'est quand je veux faire des méchancetés. Bon, je crois que ce n'est pas vrai quand on regarde le Sexisme ordinaire, mais c'est. En même temps, on comprend bien qu'elle joue avec sa signature et qu'elle s'est appropriée le Catherine Crachat de manière tout à fait singulière. Est-elle ou non Catherine Crachat? Mais ça pose la question, justement, ces visages, c'est aussi, parce qu'elle est sans cesse, comme perturbation massive, une chose et l'autre. Et notamment, dans le numéro 0 du Torchon brûle, donc on est au tout début du mouvement des femmes, elle va faire quelque chose d'assez étonnant, c'est une lettre au monstre qui est en moi-même. Ah bon? Donc c'est un monstre, dit-elle. Donc elle crache peut-être, mais pas toujours. Elle aurait un monstre en elle-même. Et en fait, tous ces textes sont sans cesse en train de la montrer se dédoublant. C'est comme quand elle me donne le livre sur Hippolyte Bernheim, donc un aïeul de la famille Bernheim qui a eu un rôle important entre Freud et Charcot à la fin du XIXe siècle, à Nancy. Elle me parle à la fois d'une histoire réelle et d'une histoire rêvée. Donc chaque fois, elle va faire du double. Et ce double, c'est-à-dire quand elle est plusieurs visages, c'est en fait parce qu'elle passe son temps à aller de l'un à l'autre. Elle va par exemple, dans Esprit critique, elle dit aussi, on disait une chose et on se retrouvait pour en dire une autre. Non, ça c'est dans le Sexisme ordinaire. Donc elle a besoin à chaque fois de se déplacer ou de déplacer son intériorité, ce qui me paraît être... voilà, Hippolyte Bernheim, c'est une vie un peu apprise, un peu rêvée. Elle a travaillé beaucoup sur cet aïeul et l'histoire donc de la naissance de la psychanalyse et de la psychiatrie, etc. Et en même temps, elle rêve à partir de ce travail-là. Je trouve que c'est une force absolument étonnante, enfin moi-même écrivant, de se déplacer comme ça, de ne pas être une seule chose à la fois. Donc on a le collectif et le singulier, mais on a surtout le monstre et la méchante, mais aussi pas du tout, celle qui rêve et surtout celle qui aime écrire, qui change les mots au passage, etc. Donc finalement, je me suis dit que c'était une énigme, qu'en fait elle ne nous permettait pas de l'appréhender solidement. Et que à lire comme ça en continu des textes, tout ce que j'avais dans ma bibliothèque, j'ai pas tout bien sûr, on est obligé de se demander finalement une figure des visages, mais qui? De qui s'agit-il? Et de l'affect bien sûr, qu'elle a beaucoup d'affection dans son rapport comme ça aux femmes du MLF. Merci. Je vais demander à Audrey Lasserre de bien vouloir prendre place pour la première communication. J'ai le plaisir de retrouver Audrey Lasserre, qui a fait partie de la première équipe qui a créé à Saint-Sauveur-en-Puisaye le Festival international des écrits de femmes. Je le rappelais tout à l'heure, c'est grâce à Audrey que Cathy est venue pour la première fois participer à nos manifestations. Audrey Lasserre travaille beaucoup sur les liens qui existent entre littérature, genre et féminisme, au 19e et au 20e en particulier. J'avais assisté à la soutenance de sa thèse qui avait fait grand bruit à l'époque
Histoire d'une littérature en mouvement, littérature et MLF, qui a été largement récompensé et qui croise évidemment tout à fait notre sujet. Je lui laisse la parole. Merci. Ah oui, il y a du son, c'est parfait. Alors, moi, je me suis prêtée à l'exercice en le respectant, exercice plein d'émotions aussi, qui était non pas de livrer une communication académique ou universitaire, et notamment sur la thèse d'histoire littéraire, mais de faire un famage en fait à Cathy Bernheim, donc je vais essayer. Et j'ai choisi pour ça 7 mots, M-O-T-S, à commencer par le mot de rencontre. Donc ma rencontre avec Cathy, c'est le 14 février 2012, dans le cadre donc de la thèse que je termine sur une génération de femmes et d'écrivaines qui ont fait le mouvement des femmes en France et dont les textes sont sous toutes leurs formes des contributions non seulement au mouvement social et politique, mais l'ont constitué à part entière à la manière aussi d'un mouvement littéraire. Et c'est comme ça que je décide de solliciter un entretien avec Cathy Bernheim, qu'elle accepte, et nous discutons à partir de là plusieurs fois, et nous restons en contact régulièrement à chaque événement. Pendant cette rencontre, qui est vraiment un entretien, mais par la suite aussi, je perçois sa patience, sa justesse aussi, ce qu'elle cherche à transmettre sans imposer jamais, et sa volonté de faire lien, puisque je suis de la génération d'après, sans attacher. Son écoute toujours attentive. Ce qui m'amène à mon deuxième mot, que Michel Revel a déjà utilisé, sa force. Ce qui me frappe également dans ces échanges, c'est sa force à la fois tranquille et intranquille que l'on ressent à travers son sourire bienveillant et joyeux et que l'on retrouve sur la photographie qui a été choisie pour illustrer le programme aujourd'hui. C'est de cette force discrète mais présente à la fois qu'est venue ma stupeur lorsque j'ai appris sa disparition cette année. Pour moi, presque impossible. Pardon. Une telle force vive, c'est ce moment où je vais être émue, je vais essayer après d'avancer, une telle force vive ne pouvait disparaître. Ce qui m'amène à mon troisième mot, la colère. La colère, c'est le propre de cette génération de femmes. On la retrouve chez Cathy aussi. Colère qui, pour les écrivaines, sera également une fureur dans le sens du terme, c'est-à-dire une source d'inspiration littéraire. Je la cite. « Je me souviens qu'à 20 ans, ma colère était si grande qu'il fallait qu'elle sorte. Si j'avais été seule à me dresser contre la norme, je ne crois pas que je serais encore ici aujourd'hui à philosopher tranquillement. J'y aurais laissé ma peau, comme beaucoup d'autres. Ça, c'est dans l'amour presque parfait. » Ce qui m'amène à ce qui signifie se dresser contre la norme à plusieurs et qui faisait que j'avais sollicité le premier entretien, le mouvement des femmes. Au fil des entretiens, je peux dire que c'est à travers les mots justes de Cathy Bernheim que j'ai compris ce qu'était le mouvement des femmes de l'époque, dans son principe, dans sa quotidienneté et dans ce qu'il y avait de fort neuf par rapport au mouvement, groupe politique qui l'avait précédé, mais aussi qui était contemporain. Fort neuf, ce mouvement des femmes, elle l'explique dans les temps modernes en décembre 1980, ça signifie pas de chef, pas de carte, pas de délégué, pas de remise de fondé de pouvoir, pas de porte-parole, pas de porte-drapeau, ni de drapeau d'ailleurs, aucun, si possible, le moins possible, des oripeaux de ce qu'elle appelle la vieille démocratie mâle. Cathy, dès l'origine, était donc parmi un groupe ou des groupes, en l'occurrence celui qui moi m'intéressait puisque je travaillais à cette question, le groupe qui était composé par un certain nombre d'artistes et notamment d'écrivaines qu'on appelait le groupe des Petites Marguerites.
Donc elle s'était choisi ce nom avec Christiane Rochefort, avec Rachel Mizrahi. Elles avaient été rejointes aussi par Monique Wittig par la suite, en référence donc au film de Vera Chytilova. Et elles s'étaient rencontrées bien avant ça au théâtre du Lucernaire. Et à partir de là, de ce lien entre la création, le théâtre et l'écriture, elles avaient formé un groupe, les Petites Marguerites, qui sera un des groupes actifs du mouvement des femmes. Et ce groupe m'amène à mon 5e mot, celui de manifestation. D'abord, et vous l'avez déjà vu par la très belle lecture d'Orit Mizrahi, Katy Bernheim est de toutes les manifestations, c'est-à-dire pas seulement celle-ci, mais de ce qui fera la décennie. Et elle l'est, par exemple, si on parle de l'Arc de Triomphe, parce qu'elle dit elle-même que ces manifestations font plus que nombre de dissertations sur la condition féminine. Mais elle y est aussi parce qu'avec d'autres, elle écrit, pour reprendre le titre d'un volume qui a été publié, les textes premiers du mouvement, dont on a entendu certains échos. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, un homme sur 2 est une femme, les slogans, les tracts ludiques en manière de cadavre exquis, les chansons, tout ce qui va constituer cet appareil textuel qu'on va aussi retrouver dans les revues. La manifestation de rue, c'est la force de dévoilement de la poésie, n'est-ce pas Liliane, que je vois au 2e rang. 6e mot, celui de femme, au singulier et au pluriel. Alors au singulier, c'est effectivement le mot qui fait problème, ou au moins qui fait question. La situation problématique, l'oppression, la féminité en elle-même qui lui paraît, je la cite, assortie de tant de contraintes qu'elle, Cathy, n'a pas mis longtemps à décider qu'elle ne voulait pas être une femme. Et pourtant, elle décide de faire quelque chose avec la femme, ce mot qui colle à la peau comme une marque au fer rouge. Alors comprendre là, avec ces mots, que l'on ne naît certes pas femme, mais qu'on le devient par les mots des autres et en s'astreignant au jeu à contrainte ou à la performance de la féminité. Ce qui m'amène à mon 7e et dernier mot, littérature. À 24 ans, quand le mouvement commence, Cathy ne publie pas encore, mais elle écrit beaucoup, depuis longtemps, des poèmes et des romans inédits. Au passage, il faudrait pouvoir accéder à ces manuscrits, mais elle m'avait dit que Perturbation, dont on a entendu parler, était effectivement un double sororal de l'autrice, mais qui existe depuis fort longtemps et qui l'animait dans son écriture. Le mouvement, d'après ses propres mots, la met sur le bon chemin, le mouvement des femmes. Elle y compose des slogans, des tracts, des chansons, des poèmes, dans le contexte du mouvement des femmes. Elle traduit, on vous l'a rappelé également, l'autobiographie, je commencerai par celle d'Angela Davis, puis Emma Goldman, et l'apport du Women's Lib dans Libération des femmes, année 0, où elle permet ainsi de capitaliser les avancées radicales du mouvement américain en les traduisant. Et puis, à partir de 1973, il y a les chroniques du sexisme ordinaire, chroniques qui sont fondamentales à plus d'un titre, d'une part parce que ce sont des morceaux effectivement de compréhension de l'époque, du fonctionnement du mouvement puisque c'est un collectif, ces femmes chroniqueuses du sexisme ordinaire, que l'écriture au quotidien qu'elles y pratiquent est une manière aussi de désacraliser l'écriture littéraire et du coup de la rendre possible, ce qui fait que les chroniques du sexisme ordinaire, comme la plupart des chroniques, sont véritablement des textes littéraires à part entière, et que ces femmes, elles l'analysent très bien elles-mêmes, qui se mettent à écrire en militantes, deviennent ainsi alors des écrivaines. Et elle dit, c'est aussi un des enjeux de la libération, que ce passage à l'écriture et par l'écriture. Beauvoir, le rendez-vous avec Beauvoir avait été manqué.
puisque c'est grâce à Simone de Beauvoir que les chroniques du sexisme ordinaire ont lieu. Mais avant cela, Cathy raconte, donc, en 1966, quand elle ouvre le deuxième sexe, qu'elle ressent un formidable dégoût à la lecture du chapitre de la lesbienne. Je pense que si elle a aussi lu le chapitre sur les écrivaines, enfin qui est plutôt une sous-section de la fin du deuxième sexe, elle a aussi, comme d'autres femmes qui écrivent de sa génération à elle, une mise à distance, effectivement, sur ce qu'écrit Beauvoir paradoxalement dans le deuxième sexe. Mais en même temps, avec les chroniques du sexisme ordinaire, elle est parmi, je cite, les féministes préférées de Beauvoir, avec qui elle aime converser, celles qui l'entourent justement au temps moderne et dans les chroniques du sexisme ordinaire. Cathy écrit « J'ai traversé en sa compagnie, donc celle de Beauvoir, une phase militante aiguë, après quoi j'ai poursuivi seule sur le chemin de la littérature. Je me suis lovée dans ses encouragements, ce que Michel Revel appelait tout à l'heure le blason. Le blason. Secret. Je me suis lovée dans ses encouragements, l'écoutant m'affirmer à chaque livre écrit que j'étais, je cite, et à mon avis, je cite non pas Cathy, mais Cathy citant Beauvoir, un vrai écrivain. Simone de Beauvoir, mais aussi Christiane Rochefort, ses aînées, ces écrivaines d'exception dans toute l'ambiguïté du terme de l'exceptionnalité, qui l'encouragent et l'aideront à se sentir dans la légitimité d'une pratique d'écriture littéraire. Mais si le mouvement des femmes l'a mis sur le bon chemin, c'est aussi parce que, comme elle le disait elle-même, elle prend alors conscience non pas uniquement qu'elle est un poète, ça elle se le disait avant, et avant le mouvement des femmes quand elle écrivait sans publier, un poète comme d'autres avant elle, mais que nous les femmes sommes toutes ou pourrions toutes devenir des poétesses. Comment faire alors avec la femme, cette marque au fer rouge, et écrire dans un langage réinvesti et renouvelé sans, et c'est une des spécificités de Cathy Bernheim à cette époque, néanmoins verser dans la différence que d'autres choisiront en littérature comme une voie à explorer. Voici une des réponses qu'elle apporte. La force des mots, M-O-T-S, n'est pas dans ce qu'ils disent, dans ce qui est décrit par eux, mais dans ce qu'ils éveillent en nous et chez nos maîtres d'un jour, d'un soir, d'un instant. C'est dans Les femmes sans tête. Je vous laisse avec ça. Elle avait ressenti bien trop tôt ce qu'avait d'artificiel cette appellation contrôlée aux noms multiples. Homosexuelle, lesbienne, gouine et autres goudous. Avait trop éprouvé l'étrangeté de voir montrer du doigt des désirs qui lui semblaient tout simplement humains. N'avait pas réussi tout à fait à se glisser dans la peau du monstre. Avait bien essayé pourtant, portant cravate et souriant aux belles comme on fait dans les romans photos, singeant les gestes de l'amour viril pour être enfin aimé des femmes. N'avait réussi qu'à se sentir très bête, très seule, et tiraillée de plus entre sa véritable tendresse pour elle et le mépris qu'il fallait afficher. Car elle avait appris le mépris, et c'était cela sa défaite. Elle le savait. Elle avait erré trop longtemps à la recherche d'elle-même, exilée parmi les vraies femmes, imitation parmi les hommes. Elle voulait désormais être la sœur, l'amante et la compagne des femmes qui le voudraient bien, et la rejoindrait pour cela dans le pays des interdits. Elle voulait que toutes marchent à ses côtés, comme elle était au leur, pour lui prêter main forte. Ainsi, déchirée entre la certitude que son histoire lui assignait une place parmi les homosexuels et le désir d'être rejointe, ou plutôt de n'être pas quittée par celle qui ne vivait pas ces amours-là, elle oscilla longtemps
ce jour de mai 1972, sur la première marche qui menait à la scène, à la vérité, à l'aveu. Enfin, elle monta, prit le micro et dit que les désirs étaient si difficiles à vivre et à entendre dans ce monde qu'elle ne jurait pas que toute la salle n'aurait pas dû se retrouver sur scène. Elle dit qu'on les avait tant séparées d'elle-même, qu'elle se demandait comment les autres pouvaient être si sûrs de n'avoir jamais connu l'amour des femmes. Elle affirma qu'il était temps de reprendre en main toutes les formes de l'amour et de s'en faire non pas de nouveaux prétextes à se ranger dans des catégories, mais de véritables raisons d'espérer. Elle était là. Cet étrange mélange de vous et de moi, d'impudeur et de secret, venait de renaître au désir de vivre et d'y prendre plaisir, si fort en nous quand nous naissons, et qui ne cesse plus de s'amenuiser, comme si la mort, déjà, était inscrite dans notre premier souffle. Là, sur cette scène, au regard de toutes et de tous, elle venait de se tendre la main et de dire à l'enfant sauvage qui respirait en elle, « Je te reconnais, perturbation, ma sœur. Je te reconnais et c'est pour cela que je t'aime, parce que tu as survécu. Il faut aimer les enfants qui survivent. » Ça, c'était un extrait de Perturbation, ma sœur. Lors des journées de dénonciation des crimes commis contre les femmes, je suis prise de court quand le groupe des lesbiennes demande à toutes les femmes homosexuelles de les rejoindre sur scène. Ah ça! Pourquoi irais-je me désigner à la curiosité générale une fois de plus? Sans compter que je les trouve bien pessimistes, les sœurs Goudou. Tant la scène me paraît petite par rapport au nombre de candidates, ex et futures, au passage à l'acte. Autrement dit, je n'ai pas envie de jeter à la figure des autres une profession de foi du genre « Moi, c'est fait. Et vous? Qu'est-ce que vous attendez ?» Craignant que mon absence soit interprétée comme une démission, toujours affligée de ce sens aigu de mes responsabilités, j'attrape le micro pour expliquer mon refus. Je dis que vraiment, je voudrais bien savoir comment elles font, ces jolies dames, pour être si sûre que c'est cela qu'elles sont, des lesbiennes. Je demande comment reconnaître dans l'assemblée bigarrée celles qui n'ont jamais, au grand jamais, de leur vie désiré une femme, celles qui sont certaines qu'une chose pareille ne peut pas leur arriver, celles qui... Ce tri est absurde. La politique ne va pas cesser de le renforcer. Les catégories poussent comme des épis de maïs dans le champ fertile de la libération. Lesbiennes, mères célibataires, avortées, prostituées, femmes violées. On se croirait dans une étude de marché ou une enquête de bonnes mœurs. Décidément, je ne suis pas une adepte des étiquettes, encore moins autocollantes. J'aurais même une certaine propension à vouloir les arracher. Pour que chaque personne, maman ou putain, femme ou homme, homo ou hétéro, devienne avant tout elle-même. C'est un extrait de L'amour presque parfait. Merci beaucoup, Aurélie. Je vais appeler Anne Terrien s'installer sur l'estrade. Ah, ben. Je tremble trop pour tenir le micro. Ça vous va cette hauteur? Vous voulez que je descende un petit peu? Ça va aller. Ça va aller? Je suis très heureux d'accueillir Anne Terrien, sociologue et urbaniste française. Vos recherches chez Anne Terrien portent sur la politique de la ville et le logement social, sur l'école également, ou encore sur les questions de genre et la dualité sexuelle. Vous aviez été l'animatrice, entre autres, du mouvement du 22 mars à Nanterre et à Paris en 68, et vous avez été secrétaire général du CRFI de Félix Guattari, où vous avez notamment rencontré Guy Hockenheim.
Vous avez été enseignante à l'université Paris 8 et Paris 1, et vous participez à la rédaction des revues des Annales de la recherche urbaine, Chimère et Multitude. J'ai Oui, le numéro non, Chimère ça fait récent. Je Bon, vous laisse la parole. je dois dire que intervenir après Cathy sur le même thème, ça me paraît vraiment une gageure difficile. Michel m'a demandé de faire un témoignage personnel sur en fait ma vie avec Cathy au début du mouvement. On est en 70, 71 et un peu 72. Voilà. Donc j'ai rencontré Cathy peu après le début du mouvement de libération des femmes. Je n'étais pas du petit groupe de l'Arc de Triomphe, ni de la grande réunion à Vincennes. Dans les assemblées générales aux Beaux-Arts, Cathy se distinguait par ses appels à la sororité et son corps épais et néanmoins androgyne. Elle attirait l'œil et l'oreille. Nous habitions le même quartier, nous parlions de nos désirs d'écriture, partagés semble-t-il dans tout le groupe des Petites Marguerites, où étaient aussi Christiane Rochefort et Monique Wittig. La participation difficile au mouvement m'avait fait commencer à écrire des poèmes. J'en parlais à Cathy, qui vint chez moi en prendre connaissance et s'y installa plusieurs mois. Cathy n'avait pas attendu le mouvement des femmes pour connaître l'amour entre femmes. Les pensions pour jeunes filles rangées, selon le terme trouvé par Simone de Beauvoir pour caractériser nos adolescences, ces pensions étaient déjà des lieux propices aux premiers émois et aux premières caresses. Cathy s'étonnait des relations bien commencées, mais terminées rapidement, c'est ce qu'elle raconte dans Perturbation. L'amour a à peine le temps de prendre qu'il s'est déjà évaporé. En quittant sa Méditerranée natale, en venant dans la capitale, en ouvrant le champ des possibles, elle espérait que les choses allaient changer. La rencontre d'un groupe de femmes pleines d'humour, voulant rendre hommage à plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, l'a mise en joie. Les femmes passaient au pluriel. Un nouveau monde se mettait en place. Cathy ne faisait pas état de sa particularité, entre guillemets, comme elle le dit joliment, après que le problème ait été soulevé de la présence dans le groupe de femmes d'une femme à l'air de Gwyn. Cette particularité non revendiquée fondait son pouvoir de séduction. Quant au surgissement d'un peu d'homophobie dans le mouvement, le problème fut immédiatement résolu. Le mouvement embrassait toutes les femmes, les homosexuels comme les autres. Là, on est donc en 71. Le problème fut reposé quelques mois plus tard, toujours en 71. Un groupe de lesbiennes s'était constitué sous le nom de Gwyn Rouge et s'étonnait que la majorité des femmes du mouvement aient encore des problèmes liés à la vie avec des hommes, alors que c'était de l'émancipation de cette relation traditionnelle qu'il était question dans le mouvement. Le rouge était alors la couleur commune à nos opinions politiques. Mais Cathy fabriquait déjà par des petites peintures du multicolore. Elle faisait beaucoup de petites peintures à l'époque. Faire de sa sexualité un facteur de division, de comparaison, lui semblait inutile, tant le mouvement était pris d'un devenir femme multiple et général, auquel j'étais très sensible et que je parlais de mon côté dans la langue de l'Euso-guattarienne. L'appel au ralliement des homosexuels sous la bannière des Gwyn Rouges glissa ce jour-là sur Cathy, sur moi et sur la plupart des femmes du mouvement, comme l'eau sur les plumes d'un canard. 2 ans plus tard, on va venir à la mutualité, alors que la mutualité bruissait des récits des crimes commis contre les femmes, mon récit à moi, qui est différent de ceux qu'on vient d'entendre, une femme très belle, mise en avant par le groupe Psychanalyse et Politique, voulut conclure la réunion en présentant l'homosexualité comme un choix politique nécessaire pour préparer une vie hétérosexuelle épanouie. Cathy intervint sur la scène immédiatement après et invita toutes les femmes à y monter avec elle si elles se sentaient en quoi que ce soit homosexuelles. Je participais au tonnerre d'applaudissements qui suivit. Cathy incarnait notre mouvement, mais elle décida plutôt de s'effacer et de ne pas briguer de position de leader. Spontanément anarchiste, Cathy était loin de toutes les chefferies, notamment de celles qui auraient pu lui incomber. Pour certaines, en effet, l'homosexualité était objectivement l'avant-garde du mouvement des femmes, pensée comme mouvement fait pour se débarrasser des hommes, pensée contre eux, et donc, de façon sous-jacente à mon avis, en fonction d'eux. Un mouvement d'amour entre femmes ne concerne pas les hommes, mais se développe entre elles et déborde peu à peu dans le monde.
Cathy ne cherchait pas la femme en toute femme, comme c'est dit dans les écrits de certaines amies, justement lesbiennes. Être exceptionnelle, elle faisait de toute femme rencontrée un être exceptionnel à accompagner. Tous les jours peut-être, en tout cas, un bout de chemin. Sur le chemin, elle et sa compagne étaient toutes deux vivantes et oubliaient les catégories dans lesquelles certaines voulaient les enfermer. Ces autres étaient pourtant très proches. C'étaient des femmes qui faisaient profession de penser, d'écrire, de décrire la réalité et qui tentaient d'imposer la vision qu'elles en avaient imaginée, elles qui militaient pour libérer les femmes, alors que la femme en Cathy était déjà liberté. Cathy n'a jamais été une femme savante ou sachante. Elle explorait au jour le jour ce continent que certaines ont dit noir, le continent des femmes, alors qu'elle le voyait multicolore, ouvert dans toutes les directions. L'instant noir, s'il se pointait, était à quitter par l'écriture dès que possible, au lieu de se complaire dans l'attirance du trou noir et la dénonciation réitérée de l'esclavage. Cathy n'a jamais été esclave, elle était enfant devenue femme, balbutiant son étonnement dans la vie. Cathy était rétive à toute forme d'hostilité, entre femmes évidemment, mais aussi vis-à-vis du reste du monde. Elle s'était enrobée d'une imposante quantité de chair qui faisait d'elle la sœur des femmes du tiers-monde, comme au cours d'un voyage, les Tunisiens nous l'ont fait remarquer à loisir. La recherche de l'amour par Cathy ne visait pas à recenser les expériences passées. Il s'agissait d'ouvrir d'abord le mouvement, puis avec l'écriture, un espace étendu potentiellement à toutes les femmes. Pour cela, les mots d'homosexuel ou de lesbienne ne convenaient pas car ils renvoyaient à des pratiques déjà répertoriées, déjà décrites dans la littérature spécialisée, confinées à des milieux limités. Entre guillemets, Cathy, je suis venue pour que l'on cherche ensemble un langage qui nous appartienne un peu, une parole, une expression un peu vivante, dite perturbation, aux nouvelles amies qui l'interrogent sur ses motivations au début du mouvement. Le nom perturbation est d'ailleurs, il me semble, directement issu de cette recherche collective langagière. J'avais écrit un poème qui commençait par Perturbation, ma sœur, la femme sans tête et pleine de fleurs coupées. Perturbation, pour moi, c'était l'état dans lequel le mouvement nous mettait. Les sans-têtes, c'était pour la centaine de membres environ. Les fleurs coupées, c'étaient nos désirs entravés par le mouvement. Ce dernier constat différait de l'expression chérie de Max Ernst que j'avais reproduite inconsciemment. Cathy s'est emparée de cette reprise et l'a transformée. Dans sa construction, les sans-têtes, la centaine de têtes, deviennent les femmes sans tête, qu'on va retrouver tout le temps après, le titre notamment du numéro spécial des temps modernes et de sa préface par Simone de Beauvoir. Donc mon énoncé, un peu angoissé par l'état du mouvement, était définitivement positivé. Les femmes sans tête. Cette recherche de l'énoncé positif me semble avoir d'ailleurs caractérisé toute l'œuvre de Cathy. Soutenir le désir des femmes, lever les obstacles qui le contrecarrent. Elle mentionne même dans L'amour presque parfait l'idée de construire des réseaux de solidarité matérielle entre les femmes, mais ça a peut-être un peu existé, mais pas trop. J'avais tiré de la vie avec Cathy une rationalisation de nos différences, distribuée d'abord en tracts personnels dans le mouvement, comme j'en avais l'habitude, puis discutée dans une réunion, d'après ce que Cathy en dit dans son livre, puis publiée dans le numéro spécial des temps modernes, intitulé donc la difficile frontière entre homosexualité et hétérosexualité. À la relecture, je n'aime pas trop cette rationalisation qui distingue homosexuel de toujours et homosexuel apparu dans le mouvement, car le mot homosexuel véhicule une mêmeté, dont parle Monique Wittig, qui nous était aussi étrangère à Cathy et à moi que nous étions étranges l'une pour l'autre. J'ai repris ce texte ici en le modifiant. Pour les homosexuels récentes, l'homosexualité est un jeu sexuel parmi d'autres, une nouvelle possibilité dans leur panoplie. Pour les homosexuels de toujours, le sentiment amoureux envers les femmes détermine toute leur vie. Les homosexuels récentes ont surmonté la répression, se sont libérés dans le mouvement pour passer à l'acte. Les homosexuels de toujours l'ont été malgré la répression, qui n'a réussi qu'à les culpabiliser, à leur faire vivre dans la honte ce qu'elles ne pouvaient pas ne pas faire de toute façon. À la différence des homosexuels de toujours,
Les homosexuelles récentes avaient accepté de plier leurs désirs au modèle de la famille, de la conjugalité, défendue par la société, les organisations militantes, la psychanalyse. Les homosexuels de toujours avaient des sentiments ambivalents. Ah tiens, c'est pas la bonne édition. Si j'avais écrit ça, puis ça a été transformé à la demande de Michel. Bon, tant pis, je le lis. Les homosexuels de toujours avaient des sentiments ambivalents envers leur mère et voyaient souvent en elle, à tort ou à raison, une des agentes de leur répression. Les homosexuels récents se voyaient bien devenir mères, plus ou moins prochainement, et se préparaient à inviter leurs amis à jouer avec les enfants qui en naîtraient. Cette perspective de maternité, alors ce n'était pas dans le texte initial du tout, agi par quelques femmes du mouvement, ouvrait le territoire des femmes aux générations futures et le préparait peut-être plus doux, c'est en tout cas ce que nous espérions avec une amie qui est décédée, qui s'appelait Diane Moser. Le mouvement des femmes, embrassant homosexuels et futures mères, se dessinait comme une réforme permanente de la condition féminine, encore assujettie aux hommes, alors indispensable dans ce projet d'engendrement. Depuis, la PMA a transformé la donne et rendu compatible homosexualité et maternité. L'élan homosexuel incarné dans notre mouvement a induit ces transformations. Nos jeunes sœurs peuvent être maintenant plus radicales. La réaction machiste, les tendances séparatistes multiples s'opposent cependant à cette radicalité. Le mouvement des femmes a mis en pièce l'identité de la femme que véhiculaient les médias modernes. Il a fait apparaître les femmes dans leur diversité, dans leur singularité, dans leur inclassabilité, dans leur caractère désirable singulier. Les femmes ne se substituent pas à la classe ouvrière dans la dénonciation de l'exploitation. Elles sont présentes transversalement à toutes les classes, désirent les abolir et le manifestent par leurs histoires individuelles hors des rôles assignés. Dans ces histoires, certaines homosexuelles ont proposé leur antériorité ou convoqué celle des autres pour baliser un chemin de libération unique pour toutes les femmes sur le modèle des mouvements sociaux d'antan. Il a fallu déchanter, les femmes étant peu pressées d'adopter de nouvelles contraintes pour remplacer les précédentes. Le mouvement de libération des femmes, en libérant le désir d'amour entre femmes sous toutes les formes possibles, a relayé la force d'entretien et de transformation que d'habitude les femmes mettent en œuvre cas à cas dans les difficultés depuis la nuit des temps. Avec Cathy, nombre d'entre nous, cette mise en œuvre de l'entretien et de la transformation est passée par l'écriture, la convocation d'inconnus à venir faire rebondir ce que nous avions esquissé. Parmi ces rebondissements, j'ai été sensible au livre d'Hélène Giannovicini, Un désir démesuré d'amitié, qui fait écho aux notations de Cathy dans Un amour presque parfait sur le caractère souvent non durable des relations amoureuses entre femmes. Le modèle du couple qui continue de nous hanter et qui en physique fait agir de force égale et sens contraire, œuvrerait souvent à la décomposition de l'amour entre femmes dans le temps. L'amour porte au-delà, dit Cathy avec perturbation. Femme, amie, amante, porteuse de soleil, alors là je la cite, porteuse de soleil et une parcelle de moi qui reste en elles comme elles sont en moi. Celles qui n'ont pas mesuré leur temps, ni leur tendresse, ni leur force pour me hisser un peu plus loin, qui sans compter m'ont donné l'amour, la joie d'être vive et le plaisir sous ses insoupçonnables apparences. L'amour entre femmes associe des désirs différents. C'est moi là. L'amour entre femmes associe des désirs différents, voire divergents, mais jamais contraires. Il est toujours possible de composer ces différences, de les recomposer dans ce qu'Hélène nomme l'amitié, mais il est aussi toujours possible de construire des couples de femmes durables comme celui de Michel et Cathy. Merci beaucoup Madame Guérien. Je vais appeler Sophie Chauveau, si tu peux bien Sophie rejoindre l'estrade. Voilà. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Sophie, c'était il y a 3 ans déjà, pour parler de Sonia Delaunay. Touche à tout, peut-être par-dessus des frontières et des carcans comme Cathy. Sophie Chauveau a été comédienne, metteuse en scène, journaliste, écrivaine, essayiste. Le public vous a découvert, chère Sophie, avec une trilogie autour de la Renaissance italienne, La Passion d'Hippie, le rêve Botticelli et l'obsession Vinci.
Vous avez écrit beaucoup de biographies sur des artistes peintres et nous vous avions donc accueilli pour Sonia Delaunay. Et je signale à tout le monde un très beau livre, plus personnel, celui-ci que vous avez publié il y a quelques mois, au titre très troublant, « J'ai adoré mourir ». Je vous laisse la parole. Quelle belle enfance, oui, ça, en apparence, c'était les plus belles enfances du monde. En plus des 30 glorieuses qui permirent à cette bourgeoisie moyenne d'élever leurs enfants comme s'ils étaient riches, on avait atterri sur les plus belles plages de la Méditerranée. Et Cathy, en plus, y demeurait. Elle habitait l'été. Elle vécut même un temps dans l'un des plus somptueux hôtels du Var, la Calanque d'Or, à Aiguebelle, qui fut une décennie, 55-65, une sorte d'Eden Rock au milieu d'un paysage sauvage. Et c'est là que je l'ai connue. Vers la fin des années 50, ma grand-mère y passait ses mois de juillet et m'amenait avec elle, ce qui me faisait doublement des vacances, la Méditerranée et ma mère laissée au loin. À la Calanque d'Or, ma grand-mère avait noué une amitié étrange avec Roger Bernheim, le père de Cathy, qui en était le directeur ou le propriétaire, je ne sais plus. Leur lien était fondé sur leur commune passion du jeu. Aussi régulièrement, 2-3 fois par semaine, s'en allaient-ils tous les deux jusqu'à Antibes, au casino. Antibes était loin d'Aiguebelle, les voitures moins puissantes qu'aujourd'hui, et les routes, ce n'était que cet interminable National 7 qui cheminait en traversant tous les villages de la côte. Ils partaient donc très tôt. Dans l'après-midi, ma grand-mère ne pouvant m'amener au casino, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de moi, me fasse dîner, me couche, seul dans un hôtel aux alentours de 5-6 ans, et ce jusqu'à 9-10 ans. Bien sûr, les joueurs trouvèrent une solution, les joueurs trouvent toujours. Quelle période de joyeuse insouciance tout de même. C'est ainsi que Cathy arriva dans ma vie. Fille chérie du patron, elle habitait l'hôtel comme chez elle, c'était chez elle. Aussi connaissait-elle tout le personnel, qui avait toujours un petit cadeau pour elle, les bons becs de l'époque. De quelques années, mon aînée, on l'a dit, mais ces quelques années à ces âges-là, ça compte triple. Je pensais que j'en avais 5 quand elle en avait 12-13. J'ignorais évidemment qu'on avait dû la responsabiliser. Mais je ne crois pas la rétribuer, c'était pas encore l'époque, pour s'occuper quelques fins de journée de cette petite fille de passage. Je croyais sinon à une amitié, j'étais bien trop petite pour elle, mais à une attirance entre les deux seuls enfants de l'hôtel. Donc les jours de casino, je passais la fin de la journée avec elle, on allait dans les rochers, elle escaladait très bien, une vraie chèvre, je la suivais en courant, on se baignait jusqu'à des heures en général à moi interdites, elle connaissait tous les coins à Oursin, tous les noms des algues, en côte méditerranéenne rocheuse, elle était experte. Ensuite elle dînait avec moi au restaurant, où ces deux gamines seules étaient particulièrement cajolées, puis elle m'accompagnait dans ma chambre pour m'y coucher et me lire des histoires. Ma grand-mère ne m'y rejoindrait qu'aux aurores. Le reste de toutes ces journées, je l'ai passé entièrement dans l'eau, Cathy aussi. Ça créa un lien fort entre nous, cette passion d'être dans l'eau. Jusqu'à une blessure un été qui s'infecta et m'interdit de mouiller mon genou. Alors je sus que Cathy n'était pas simplement de corvée en s'occupant de moi, mais aussi qu'elle m'aimait bien. Elle inventa, pour me distraire ou me consoler d'être interdite de baignade, de faire de nous deux des pêcheuses. Elle avait des lignes et on pêchait. Aujourd'hui, j'ai absolument aucun souvenir de poisson. Il dut bien y en y avoir, je ne me souviens pas. Ce dont je me rappelle, c'est de ce qu'elle m'apprenait. Sa vie, la vie. 6-7 ans de plus à cet âge, c'est une vie entière. Sauf quand on riait. Là, on avait vraiment le même âge et on riait beaucoup. Ça a duré quoi ? 4, 5, 6 ans peut-être. Ces étés, je ne me rappelle plus, et elle ne se rappelait plus non plus. On avait l'une et l'autre gardé le souvenir brûlant de ces étés infinis, toujours dans l'eau, en maillot, du matin au soir. Le climat dans nos mémoires est uniformément doux et chaud. Ensuite, ma grand-mère n'alla plus à l'hôtel, ni au casino avec Roger Bernheim. Peut-être l'hôtel avait-il déjà disparu, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que j'ai plus revu Cathy. En revanche, j'ai conservé la mémoire d'un lien qui m'avait importé. C'était ma première amitié avec une grande. Quand on n'a pas d'aînés, c'est difficile d'avoir des amis plus âgés. Cathy fut la première et elle m'a marqué. Puis la vie. Aussi, imaginez ma joie quand j'ai reconnu sa bouille toute ronde et tellement inchangée près d'une douzaine d'années plus tard dans le mouvement. Et ma surprise. Cette surprise que j'ai toujours quand, avec d'autres anciennes du MLF, on se raconte ce qui nous a amené chacune, toutes, à y militer, en général après quelques manifs. Nos motivations, nos raisons d'y aller avec tant d'assiduité, d'y consacrer quelques années de nos jeunesses, mériteraient d'être amplement interrogées et comparées. Mais ce n'est pas le lieu ici. Là, j'en étais à mes retrouvailles avec la grande de la Calanque d'Or, qui avait si peu changé. Je crois que la bouille de Cathy restait la même toute sa vie, comme si elle avait gardé sa tête d'enfance. Donc, quand je l'ai reconnue, je me rappelle parfaitement être allée me planter devant elle et lui avoir dit « Je suis Sophie, j'avais le genou embouillé, tu m'as appris à pêcher à la Calanque d'Or, tu te souviens ?»
et à escalader les rochers, à-t-elle enchaîné, tu parles que je m'en souviens. Puis ce fut tout. On n'a plus reparlé de l'avant. On avait le bel aujourd'hui à inventer, on visait beaucoup plus loin. Alors je l'ai suivi. Au MLF, on suivait Cathy. Elle était du bon côté du mouvement, côté soleil et rire, côté révolte joyeuse, invention de slogans et de chansons. Mais bon, tout ça, vous le savez. C'est la Cathy qu'on a toute côtoyée. La suite est plus compliquée. Ni elle ni moi, aux âges où l'on s'est retrouvés avant la trentaine, ne savions en conscience ce qu'on avait subi dans l'enfance. À l'époque, on avait autre chose à faire. On allait de l'avant. On élaborait des existences formidables. L'époque était joyeuse, nous aussi, parfois même de façon forcenée. On n'allait tout de même pas se gâcher la vie avec les fêlures de l'enfance qui cherchaient à fendre la cuirasse. La plage où on s'était connus était tellement belle. D'ailleurs, les dernières photos que j'ai envoyées à Cathy, déjà à l'hôpital, en mars de cette année, c'était des vues de Sainte-Claire, brillantes sous le soleil d'hiver, que j'avais prises pour elle. La calanque d'or de son père avait depuis longtemps disparu. Son père aussi, sa mère aussi. Comme à peu près tous nos ancêtres. Et dans la perspective de cet hommage, je suis allée au Lavandou questionner les mairies annexes sur ce qu'était devenu la calanque d'or, quand il avait fermé, quand Bernheim avait dû lâcher l'affaire, quand il a été démoli et récupéré. Pour de mystérieuses raisons, je ne trouvais aucune trace de l'existence de la calanque, ni de Roger Bernheim. À part cette phrase, dans d'Orange-Amer, l'année de ses 9 ans, les auteurs de ces jours l'abandonnent sur un rivage et, sans le vouloir, lui offrent l'une des plus belles périodes de sa vie, au bord de l'eau, presque seul, surveillé par un couple de gardiens bonasses qui semble tout droit sorti d'un dessin humoristique. Les saisons passent paisiblement dans cet ancien village de pêcheurs où l'on occupe son temps en attendant l'été qui ramènera la manne des touristes. Ce qui me ramène à nos fêlures. Chez Cathy, comme chez moi, elles se sont manifestées beaucoup plus tard. Pas ensemble, pas en même temps, on s'en est donc pas parlé. Comme Cathy a toujours été mon aînée, elle avait de l'avance, en tout cas en psychanalyse, comme en étude de faits divers, puisque longtemps on appela ainsi les histoires d'inceste. Elle a ressenti les fêlures avant moi, au point de se décider à les aborder dans un livre. Après avoir beaucoup tourné autour, après s'être pas mal perdue dans les histoires des autres, tellement la sienne était encore trop brûlante pour l'aborder frontalement, elle a proposé à Hervé Hamon, son éditeur, un reportage sur un fait de pédophilie aggravée, perpétué sur 2 générations. Bizarrement, pendant qu'elle n'arrivait pas à rédiger d'Orange-Amer, on s'est beaucoup parlé. Elle ne se résolvait pas à enquêter sur ce fait divers normand qui pourtant lui servait de prétexte pour aborder ce sujet, mais qui ne l'aidait pas du tout à revenir à son histoire, alors à l'écrire. Elle la contournait, elle avançait sur la pointe des pieds qui lui brûlaient les orteils, elle s'effleurait dans ce livre sans se dévoiler, et déjà, elle avait le sentiment d'en dire trop. Si peu d'elle, à part ces quelques bribes, que j'ai perdues. Pas du tout la bonne page. Il faudrait une panoplie entière de silence pour dire ce que fut sa peur tout au long de l'enfance devant la folie maternelle, ou encore, à 8 ans, il m'a semblé que j'allais disparaître, m'évanouir dans la nature en pure perte, par évaporation, si je vivais une minute de plus de ce régime. L'éloignement m'a sauvée, donc la Méditerranée. Pour lui rendre cet hommage, j'ai relu ce livre d'Orange-Amer que j'avais un peu oublié, ou plutôt confondu, mêlé à ces 2 autres plus ou moins autobiographiques dont ma mémoire a fait une continuité. Je l'ai relu et je suis tombée des nues. Si elle cite effectivement dans sa bibliographie Christiane Rochefort, c'est uniquement pour les enfants d'abord. Elle ne mentionne même pas La Porte du Fond, sortie pourtant en 88. D'Orange-Amer, je le rappelle, est sortie en 2005. Christiane est morte en 98. Alors même si Cathy avait ses raisons pour se brouiller avec Christiane, on ne reste pas brouillé avec les œuvres qui ont orienté nos vies. Surtout ce chef-d'œuvre qu'est La Porte du Fond, matrice de tous les ouvrages à venir sur l'inceste. À l'époque du mouvement, c'est-à-dire jusqu'en 81, nous étions tout à la fois amis avec Christiane et fans de ses œuvres. Et Cathy, tout spécialement, je dirais même encore plus que nous, puisqu'au début du mouvement, toutes 2 ont travaillé ensemble, étaient ensemble à l'Arc de Triomphe, participaient aux Petites Marguerites et rédigeaient un certain nombre de textes de concert. Leur lien était fort et concret. Or, le livre de Christiane, La Porte du Fond, fut pour moi l'électrochoc qui m'a obligé à retourner à mes fêlures. Ça m'a pris plus de 10 ans pour sortir mon bœuf sur la langue et digérer, recracher les mythes des paradis enfantins. Mais La Porte du Fond en fut l'élément déclencheur. De ce fait, pendant toutes ces années, j'en ai évidemment reparlé à Cathy. Cathy, qui a été la première à me dire à mots couverts, et encore très couverts, ce qui avait coupé son enfance et son cœur en 2, même si elle ne l'a jamais écrit directement. Cathy, qui avait toujours son avance sur moi, continuera pourtant d'avoir un mal de chien à se dépêtrer de cette histoire. Pour ce livre, qui prendra un immense retard, elle s'était engagée à accomplir une
mission d'écrivain enquêtrice. Mais c'était un si épouvantable fait divers qu'elle finira par y renoncer, tout en brossant différentes histoires de remplacement. Je lis même sur la dédicace de mon exemplaire « Tu ne reconnaîtras pas tes petites filles, mais peut-être autre chose ». Donc, il y eut des petites filles qui disparurent et autre chose. Au fur et à mesure qu'elle ne parvenait pas à traiter son sujet, elle bifurquait, essayait une héroïne, une autre, et cherchait comment ne pas se raconter tout en se racontant. Elle avait commencé à se sentir trop concernée, bizarrement concernée, toujours trop intéressée par ces histoires d'enfance abusée, symptômes hélas connus. Elle coinçait toujours au moment de nommer la chose. Longtemps, elle a tourné autour sans oser dire. Puis quand j'ai, beaucoup plus longtemps après encore, toujours mon fameux retard sur Cathy, écrit La Fabrique des pervers, elle sera une des premières à m'en parler. Je me souviens encore de Michel et Cathy debout à la librairie de Paris le 14 juin 2016, où je présentais mon livre pour la première fois. Étonnement. Cathy le lut très vite et voulut absolument qu'on s'en parle. Elle voulait qu'on se voie tout seuls, toutes les deux. Ce que nous fîmes quelques semaines plus tard. Là, elle louangea le livre, mon courage et le travail accompli dont effectivement elle pouvait juger. Mais quand elle commença à me parler d'elle, assez vite elle s'interrompit, profitant du chat qui venait se frotter contre elle pour le caresser longuement. Ensuite, elle fit ce geste d'effacer ce qu'elle venait de dire et botta en touche quand je la relançai. Elle avait essayé de parler, elle n'y était pas arrivée, fini, ça s'était refermé. Oh, je me suis fait 1000 reproches, j'avais peut-être pas été assez attentive, assez à l'écoute, assez ou trop je ne sais pas quoi, mais là, j'ai vu Cathy se fermer comme une huître et me dire, de toute façon, désormais, on avait nos bouquins de référence sur le sujet, dont le tien dernier en date. C'est avec une grande frustration que je l'ai raccompagnée à la porte de la maison, quasi persuadée que désormais, je n'en saurais jamais davantage que ces quelques phrases dans Perturbation. Citation. Le monsieur qui ne lui a pas donné de bonbons, c'était l'oncle d'une famille qui l'avait invité à passer l'été avec ses enfants. Il montait tous les soirs dans sa chambre et l'embrassait à lui faire perdre haleine. Tu n'aimes pas ça? Demandait-il avec ce ton d'adulte qui sait tout, notamment ce qui est bon pour vous. Elle devinait qu'il fallait aimer ça et répondait que oui. Alors desserre les dents, disait-il, et sa langue fouillait sa bouche et l'étouffait. Puis elle s'endormait nauséeuse et surtout malade d'angoisse, car plus destructeur que les gestes eux-mêmes était ce sentiment d'être coupable de quelque chose sans comprendre quoi. Alors me revient en lisant ça évidemment l'énigme des 2 autres livres de Christiane Rochefort et ma honte et ma stupeur que je vais vous livrer. Au début des années 2010, j'ai trouvé par hasard un bouquin plutôt moche et assez abîmé, recouvert de plastique transparent, dont le titre « Tes mains », roman et l'auteur Dominique Féjos ne me disait rien. Mais le dessin sur la couverture, lui, je l'ai reconnu, entre mille, il est de Christiane. C'était sa patte, même si pas vraiment son inspiration, sauf en 4e de couverture, les papillons. Seule autre indication, édition de Paris 57, série blonde. Je l'ai payé 3 €, ramené à la maison, posé sur la table des livres à lire et j'ai oublié. Quand peu après, ma fille me dit soudain sur ce ton péremptoire de ceux qui ne savent rien mais déjà tout, « Qu'est-ce que tu fiches, petite mère, avec un livre de cul ?» Ah, comment pourrais-je le savoir? Je ne l'ai acheté que parce qu'il y avait un dessin de Christiane en couverture. Christiane, pour elle, c'était sacré. C'était sa première adulte qu'en grandissant, elle avait dépassé. La taille de Christiane diminuant tandis qu'elle ne cessait de grandir. Elle était son maître étalon et ça les amusait follement toutes les deux. Des avantages secondaires de l'ostéoporose, riait Christiane. Donc je l'ouvre, le livre, et je ne le lâche plus. Ce n'est pas le ton de Christiane, mais l'humeur, outre des personnages qui m'étaient déjà familiers. Je cherche qui est cette Dominique Féjos, et toujours aux éditions de Paris, qui sans doute fit dire à ma fille livre de cul, série blonde. Je dégote cette fois via Internet une fille mal élevée, et là, c'est un choc. Pour des raisons d'amitié et de proximité, pendant les années où Christiane écrivait La Porte du Fond, on se voyait beaucoup, au moins une fois par semaine. Elle me faisait lire chaque chapitre achevé, tandis que mon mari, kiné ostéopathe, la maintenait en état d'écriture. Elle ne dormait que dans sa chaise longue réglable, d'où elle écrivait aussi pendant toute la durée de l'écriture, jamais dans son lit. Grâce à quoi je connaissais par cœur La Porte du Fond. Or, il se trouve, et c'est vrai, dès les 30 premières pages, que la fille mal élevée, c'est La Porte du Fond à l'envers. Là, c'est la fille qui séduit le père, la fille qui est coupable. Mais les décors et les costumes, comme les personnages secondaires, sont les mêmes, et c'est assez troublant. J'appelle Liliane, à qui je me dois d'abord d'avouer ma terrible trahison. Christiane avait beau être très morte, nous, ses amis, étions moralement engagés à ne jamais lire les livres écrits avant le repos, livres dont on ne connaissait pas le nombre, mais seulement l'existence, et qu'elle n'avait pas signé de son nom, parce qu'elle les reniait à l'avance et à l'après. Or, j'avais transgressé. Pas fière, mais contente. Lily,
Passé le premier mouvement d'honnêteté, on n'a pas le droit de la lire, l'a lu, et en fut aussi troublé que moi. Alors je consultai Cathy, qui eut à peu près la même réaction, sinon que d'entrée de jeu, avant même de lire, elle me dédouana de ma honte, disant en quelque sorte, puisque c'était si facile à trouver, pourquoi ne pas la lire? Merci Cathy. Elle les a alors lus tous les deux. Mais elle ne m'en parla pas. Et qu'est-ce que t'en penses? Ai-je insisté ensuite. Ah ouais, j'ai insisté. Cathy n'avait visiblement pas envie d'en parler. Ben, je pense qu'il lui a fallu 50 ans pour réaliser qu'elle avait été victime d'un père incestueux et non coupable de séduction aggravée. C'est tout? Oui, elle n'a pas fait de psychanalyse, ça doit être ça. C'était tellement pas le genre de Cathy d'en dire si peu et de se réfugier derrière une si piètre excuse, surtout concernant une des femmes et même des autrices qu'elle avait sans doute mieux connues que nous toutes. J'ai cherché à en savoir davantage. Cathy s'est toujours tue là-dessus, et en relisant d'Orange amère, où la porte du fond n'est jamais mentionnée, pas plus que la véritable histoire de Cathy, celle qu'elle ébauchait parfois en passant toujours brièvement, elle l'a d'ailleurs reconnue, citation, « Ai-je été présomptueuse ?» se demanda-t-elle en contemplant le désastre, un livre entier pour dire que son auteur ne peut pas parler de certaines choses, n'en voulant rien savoir ou ne s'en souvenant pas. Alors je m'interroge et je vous pose la question. Quelqu'un a-t-il une explication? Par exemple, qui en sait davantage sur cet avertissement de l'éditeur? Ah, d'Orange amère. J'ai longtemps cru que c'était son histoire, mais l'ouvrage achevé, elle m'a révélé que c'était l'écho du destin de sa mère. Faute de pouvoir aller plus loin, je me suis déjà sentie un peu intrusive. Pour rien, j'en ai temporairement déduit que le sujet lui brûlait toujours les doigts. Le mythe de la belle enfance a eu la vie dure, et d'ailleurs, malgré tout, par endroits, elle fut belle, notamment les années calanques d'or. J'en conclus peut-être à tort qu'après la mort de ses aînés, Cathy avait fini par se ranger à cette sorte de brouillard d'enfance dans un paysage magnifique, avec des parents compliqués. Devrons-nous nous contenter de cette autre chose de ma dédicace, ou va-t-on rester dans le secret des morts? Je vous remercie. Merci beaucoup Sophie. Avant la pause, on va accueillir maintenant Christine Corret. Je vous remercie beaucoup Christine Corret d'être venue. Je vous en prie, vous pouvez vous installer. Sociologue, historienne du féminisme, à l'avant-poste des mouvements de libération des femmes, notamment à la mythique université de Vincennes. Ça va? Vous avez soutenu une thèse très impressionnée sous la direction de Gilles Deleuze, même. Puis au CNRS, vous avez été directrice de recherche pendant 20 ans en sociologie. Vous êtes régulièrement invitée dans des universités étrangères. Parmi vos derniers ouvrages, je cite Ces idées qui ont fait le mouvement de libération des femmes, Ce que déclarer des droits veut dire, qui a reçu le prix Texier de l'Académie des sciences morales de Paris, et les néoconservateurs à la française. Je vous laisse la parole. Merci. Ce que je vais dire maintenant... Vous pouvez prendre le micro peut-être? Oui. Ce que je vais dire maintenant va paraître bien plat par rapport aux révélations de Sophie. Ah si. Mais voilà, moi j'ai fait le contraire. Si je parlais ça, ça serait pareil. Non. J'ai fait le contraire de ce qu'on m'a demandé. D'une certaine manière, j'ai voulu faire plaquer une grille presque académique sur les références de Cathy, les références littéraires de Cathy. Parce que si on la prend, si elle est un écrivain, elle a des références littéraires qui sont cachées quand même, qui sont très cachées. Alors Cathy, visiblement, dans son récit de la naissance d'un mouvement des femmes, 70-72, publié en 83, a laissé de côté la doxa beauvoirienne pour puiser dans l'héritage surréaliste, comme l'atteste son titre, Perturbation, ma sœur. Parce que Perturbation, ma sœur, c'est un livre du peintre Max Ernst. C'est un roman collage fabriqué à partir de gravures du 19e siècle, intitulé La femme sans tête. Je l'ai là, c'est un livre comme ça, je l'ai là, je l'ai acheté. Et Perturbation, ma sœur
intervient dans les chapitres 4, 5, 6, à côté d'autres créations fantasques de, comment dirais-je, de Max Ernst, l'Oplop, le supérieur des oiseaux, etc. Bon, alors donc, Cathy reprend le titre, en titre de son bouquin, une citation de Max Ernst. Anne Kérian l'a dit, mais elle a perpétué Max Ernst d'une certaine manière. Et moi, je pense que dans toute son œuvre, il y a ce fil qui est très très important, ce fil surréaliste, voire dadaïste chez Cathy. Alors ça, on l'a jamais pensé, moi je ne l'ai jamais entendu en tout cas, et moi ça m'a frappé. Bon. D'ailleurs, on a fait ce journal, moi j'ai participé au journal féministe Les Femmes sans tête, 75, j'ai participé, 2 numéros, et là on se paie le luxe supplémentaire de faire un jeu de mots supplémentaire, parce que Max Ernst, c'était Les Femmes sans tête, tête coupée ou en chiffres, parce que lui, il le met en chiffres, et puis tête coupée aussi, et puis là, c'est s'entêter. Bon, donc on passe notre temps à faire des jeux de mots de ce style, ce qui est quand même... et Cathy est directrice de cette publication. Elle est directrice de la publication. Je lui ai demandé confirmation à Liliane, qui s'en souvenait plus, mais elle a trouvé finalement, elle était directrice de la publication. Donc ça lui tenait quand même, c'est important. Je voudrais dire aussi que moi, j'ai été élevée comme vous toutes d'ailleurs, enfin ou à peu près, enfin moi je suis née, j'ai l'âge de Cathy, exactement. Dans le sillage de Françoise Sagan, et Françoise Sagan, dans le château en Suède, elle a écrit « Quel joli nom, Zizanie !» Quel joli nom pour une fille, Zizanie. Alors, bon, alors là, c'est pas perturbation, c'est Zizanie. Mais moi, j'y vois une espèce de relation comme ça. Cathy est à la fois héritière du surréalisme et des années 60, avec un goût prononcé pour le décalage social. Christine, elle fut exposée... Le micro, c'est très bien anglais, mais devant le... Elle fut exposée, comme nous toutes, à la prédation de la séduction, et elle dit de façon extraordinaire, elle ne faisait pas partie de celles qui commençaient à se faire les ongles posément assises sur les rebords des fenêtres, en attendant l'heure de faire le mur. Ça, il y a des phrases dans Cathy qui sont extraordinaires, qui sont certaines, je les ai relevées, je ne vais pas les reciter, vous les avez relevées aussi, mais celles-là, c'est des petites phrases qui sont très, très, très intéressantes. Donc l'âge venu, le malentendu avec le sexe masculin se renforça, bien qu'elle ne préférât pas être aimée du lion, elle dut apprendre encore que de toute façon, le lion ne lui demandait pas son avis. J'ai trouvé que cette formule du pouvoir masculin et du lion est assez extraordinaire. Donc, Cathy nous plante à travers son univers sensoriel, émotionnel, et c'est comme ça qu'elle fait ses choix. Et moi, contrairement à ce qu'a dit, d'ailleurs je crois que c'est encore Anne, à ce qu'a dit Anne, qui cite « J'aime les femmes par décision politique » Anna de Bacher, parce que c'est Anna de Bacher qui a dit ça, j'étais à côté d'elle, je me souviens. Et ben Cathy, elle appartient à une autre... C'est une autre démarche, moi, que je trouve beaucoup plus sympathique, parce qu'il y a quelque chose de ridicule. J'aime les femmes par décision politique, je trouve ça grotesque. Bon, je vous le dis comme ça. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Hein, on est d'accord. On est tous d'accord. C'est ce qu'a dit Anne. Oui. Pas tout à fait. Elle n'a pas cité Anna de Bacher, et tu n'as pas dit... Tu n'as pas cité Anna de Bacher. Non, j'ai cité une femme très belle. Oui, oui, c'est vrai qu'elle était... Si, elle était très belle, effectivement. Donc, Cathy ne donne jamais d'explication et place son
interlocutrice au cœur des intensités de sa sensibilité. C'est ainsi qu'elle sculpte les événements qu'elle raconte. 1. Mai 68. Mais Paris, mai 68, a coloré sa vie. Et c'est une couleur, finalement, mai 68. Pour elle. Micro. Non, mais je sais pas. C'est une couleur. Oui, d'accord. Il faut l'enregistrer. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Eh bien, bien qu'elle n'ait pas... Elle n'a jamais été à la Sorbonne, avoue-t-elle. Et elle s'en allait dès qu'il y avait les premiers remous dans les manifestations. Moi, j'avais une trouille intense, mais je m'en allais pas. Elle s'en allait, elle avait peur comme moi, évidemment, elle avait tout peur. Elle ne se sent pas héroïque, et elle dit, avec une qualité extraordinaire, elle errait dans les rues, après mai 68, comme après un chagrin d'amour. Vous imaginez ça? Le goudron sur les pavés du quartier latin, la peinture blanche sur les murs, les interdictions en tout genre effaçaient les traces du désordre. Ça, c'est Cathy sur mai 68. Je trouve ça... Moi, j'ai fait 3 bouquins sur mai 68. Et ben, franchement, je trouve que c'est mieux. C'est Cathy. Elle ne perd pas dans les explications... Elle ne se perd pas dans les explications sociopolitiques. Elle parle de la fin de mai 68 comme d'un changement de météo. Elle va voir, elle cite la reprise chez Vander, qui est vous connaissez ce film là où il y a une femme qui hurle et qui ne veut pas rentrer, qui ne veut pas, absolument pas rentrer, reprendre le travail, et elle se souvient de ça, ce que je comprends moi aussi d'ailleurs. Alors, l'université de Vincennes fut créée au fond des bois. Moi j'y étais enseignante, même pas étudiante d'ailleurs. Et ce que je trouve, c'est que quelques militantes anciennement GP et VLR, GP gauche prolétarienne, VLR vive la révolution, se joignirent à elle. Il y a eu des femmes qui ont cherché à se réunir et des anciennes militantes des groupuscules, dont je faisais partie, moi, j'étais anarchiste, mais enfin bon, on s'est joint à ces femmes. Les perturbations avaient se ranger à un idéal libertaire. Là, j'en reviens à mon titre, finalement, choisi par Michel. Conscient de son histoire. Elle lit Voline, hein, La révolution inconnue. Cette révolution russe entre Kronstadt et Makhno, l'Ukrainien, en marge du léninisme. Ça, c'est que tout d'un coup, on trouve Voline chez Cathy. Moi, ça m'a vraiment surpris. Anna Rupa, mais Anna Rupa, les hommes ne changeaient guère dans leur relation avec leur compagne. Et paraphrasant le slogan de 68, nous sommes tous des juifs et des Allemands, parce que c'est ça l'origine des juifs allemands, mais des juifs et des Allemands. Elle chantait. Nous sommes toutes des avortées, nous sommes toutes des avorteuses. En solidarité. Alors, là, j'en arrive à un autre sujet qu'on a abordé énormément, mais je vais revenir dessus. Donc, en solidarité avec la grève générale en préparation aux États-Unis, le 26 août 1970, une action propre à la France, une couronne de fleurs dédiée à la femme inconnue du soldat, encore plus inconnue que lui. Cette manifestation, considérée comme la création d'un mouvement de femmes en France, fut ressentie par Cathy comme rien à voir avec comme un mouvement de grâce suspendu hors du temps. Rien à voir donc avec le cynisme du dépôt d'une marque commerciale. Ça, elle le dit. Alors que la marque commerciale intervient beaucoup plus tard. Alors, le 13 mai 1921,
dans une biochronologie à la fin du livre sur Francis Picabia. Elle rappelle, Cathy, une manifestation dadaïste qui remet en cause le soldat inconnu. Cette manifestation, quelle était-elle? Benjamin Perret, déguisé en soldat allemand, portant un masque à gaz, reprend la défiance qui avait divisé la France. Ça, c'est une citation de Marc Dachy. Dada et les dadaïstes. Donc, parce qu'on croyait que le soldat inconnu pouvait être un Allemand. Et ça, c'était... Oui, mais c'était intolérable en 1920. Intolérable dans une France où il y a eu des millions de morts tués par les Allemands. Donc, moi je pense... Bon, elles étaient combien? 9 ou 10? Cathy Bernheim, Christine Delphi, Monique Wittig, Christiane Rochefort, Emmanuel de Lesseps, Margaret Stephenson, Monique Bourou, Janine Sert, Anne Zelinski, Julie Dassin. Je vous donne la liste des femmes. Alors, qui a pu imaginer ça? Hein? Eh bien, moi je dis, même si elle ne l'a jamais dit, hein, mais moi je pense que, mais ceci dit, Cathy se vivait comme quelqu'un qui lançait des idées. Elle lançait des idées, c'était repris ou c'était pas repris. Moi je pense que c'est elle qui a pensé à ça. D'abord parce que dans le Picabia, elle a 4 lignes sur l'événement du soldat inconnu en 1921. Mais oui, elle le savait, et c'était une contestation. C'était une contestation de toute façon du soldat inconnu. Voilà. Et puis moi, je ne vois pas les féministes révolutionnaires ayant assez d'imagination comme Christine Delphi pour imaginer ça. Jamais Christine Delphi ne pourrait imaginer un truc pareil. Christiane Rochefort. Eh bien, c'est pas sûr. Non, rien n'est sûr, d'accord. Non, mais c'est pas sûr. Parce que Christiane... Alors, peut-être, mais j'en suis moins sûre que vous. Bon, antimilitariste, Christiane. Hein? Elle était plus âgée et très antimilitariste. Oui. Bon, alors, ce qui est intéressant aussi de dire que Cathy... bon, les assemblées des Beaux-Arts avaient mis à découvert les misères sexuelles des femmes avec les avortements clandestins et ses conséquences fatales. Et Cathy a fait partie d'un groupe contre l'avortement. Oui, c'est ça qui est intéressant. Elle aimait les femmes, mais l'avortement lui a peut-être... Elle écrit, hein. Je vous donnerai la page. Et je pense que c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça n'avait pas l'air de la concerner directement. Hein? Non, mais elle a signé aussi le manifeste 1343. Oui, mais avant, c'était bien avant ce dont je parle. C'était 2 ans auparavant. Quel livre? Non, c'est Perturbation, ma sœur. Alors, ensuite, elle avait décidé qu'en matière politique, elle marcherait la tête dans les nuages. Ça, c'est une façon très intéressante de parler de la politique. Hein. Ces merveilleux nuages, pour reprendre Baudelaire. Moi, je vois Baudelaire, là, comme ça, très proche. Alors, l'occupation de l'usine de bonneterie de Troyes. Je ne vais pas en parler parce que normalement, c'est Annette Lévy-Villard qui en parlait. Alors, elle va en parler. Hein? Elle va en parler. Mais bon, elle va en parler, donc je m'arrête là. Ben, je ne m'arrête pas là, mais j'ai presque fini. La célébration du centenaire de la Commune de Paris, en 71, pas en 70, fut une occasion pour Perturbation de se choisir des précédents historiques.
on l'a déjà dit, Flora Tristan, Louise Michel, Emma Goldman, anarchiste russe, puis américaine, qu'elle traduisit, ou encore Hélène Brion. Mais ces talents incontestables de biographe, elle les a consacrés à qui? Incontestables, ces talents de biographe. C'est remarquable. Alors on dit qu'elle n'était pas académique, etc. C'est bien mieux que des biographies d'académiques. Alors Mary Shelley, fille de la féministe anglaise Mary Wollstonecraft, après elle a fait une biographie aussi de Valentine Hugo, épouse de l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, et au peintre Francis Picabia, qui était un Latin lover, si j'ose dire, un dadaïste, surréaliste devant l'éternel. Il a fait... toute sa vie, il a été surréaliste, d'abord dadaïste, après surréaliste. Bon, alors, pour Cathy, Mary Shelley, moi, je mets ça dans l'origine d'un récit de science-fiction. Victor Frankenstein, ou le Prométhée moderne, ce personnage fit couler beaucoup d'encre, mais Mary Shelley, son auteur, fut méconnu. Alors, Frankenstein, vous le savez toutes, il fabriquait un homme à partir d'assemblage de cadavres, désacralisant ainsi la procréation et ses avatars. Et ça me semble très très important, parce que Mary Shelley, elle n'a pas perdu un enfant, elle en a perdu 3. Oui, elle en a eu, mais elle passait son temps à les perdre parce qu'elle suivait Shelley, Byron, et que ce n'était pas des conditions de vie pour faire vivre des enfants à une époque où il n'y avait pas tellement de... Donc c'est pas ça. Alors, Valentine Hugo, elle l'a fait en 1990. Francis Picabia en 1995. Et elle a reconstitué les affres de la création dont cette femme et cet homme ont incarné. Bon, je n'ai pas envie... Dis-nous l'âge de Mary Shelley quand elle a écrit Frankenstein. Hein? Dis-nous l'âge de Mary Shelley quand elle a écrit Frankenstein. Très jeune. 17-18 ans. Oui. Mais elle avait déjà eu un gosse qui était elle l'a mort. rencontré. Elle s'est mariée. Donc c'est un peu après. Frankenstein. Non. Limitons les conversations internes. Merci. Bon, alors, moi, j'ai presque fini, là. J'ai fini sur... Donc, Cathy, écrivaine libertaire, mais surtout aimantée par le surréalisme, à condition, bien sûr, que l'on n'attache aucune importance au trotskisme de ce Breton et autres tartarinades de ces hommes au grand talent littéraire. Parce que je ne suis pas en train de dire que Cathy, elle a aimé le trotskisme de Breton. Non, c'est pas ça qu'elle aimait. C'est qu'elle aimait, c'est de leurs inventions des mots. Enfin, moi, j'en ai eu une citation de Breton sidérante dans Marx Ernst, parce que le bouquin de Marx Ernst, La femme sans tête, est préfacé par Breton. Et Breton écrit « La femme sans tête sera par excellence le livre d'images de ce temps où il va de plus en plus apparaître que chaque salon est descendu au fond d'un lac. » Telle est à la veille de 1930 notre idée du progrès. Bon, ils n'avaient pas peur d'être énigmatiques, ils étaient énigmatiques. Cathy a peut-être aimé ce côté énigmatique parce qu'on ne sait pas exactement ce que veut dire Breton. Là, le salon descendu dans un lac, ça on ne voit pas. Mais Cathy, qui a trouvé dans cet isolement, doté d'une puissance, une capacité d'agir, et ça correspondait bien à son état d'esprit du moment. Voilà. Je vous remercie.
Avant de laisser la parole à Aurine pour une dernière lecture de 3 poèmes qui nous rapprochent un petit peu de ces inspirations multiples dont vous venez de parler, je voudrais demander à Sonia Hopf de venir, car je crois qu'elle avait un mot à nous dire. J'en profite pendant qu'elle approche pour vous rappeler que après la pause, vous pourrez donc, moi aussi je peux utiliser le micro si... pour vous rappeler que vous pourrez donc pendant la pause découvrir à la fois les photographies de Cathy, qui effectivement mériteraient une publication tant elles sont évocatrices et belles, mais vous pourrez aussi découvrir 2 œuvres de Sonia Hopf, et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique pourquoi elle a souhaité exposer ces œuvres. Je ne mangerai pas là-haut. Non, mais vous pouvez parler là. Très bien. Oui, je vais ici. C'est avant les poèmes. Je vais vous lire un très court texte au sujet des 2 gravures que vous voyez à ce mur et que vous pouvez peut-être voir à tout à l'heure quand il y aura de la lumière. Que j'ai écrit. Ces gravures font partie de toute une série de gravures avec des visages de femmes. Je n'ai pas voulu représenter ces femmes, bien que je me suis servi de photos d'elles pour le faire. Les différents incidents dans le champ pictural, tels qu'une ligne qui divise le visage en 2, des trous, des taches blanches qui effacent, des noirs qui obscurcissent le visage, et ce que cela peut vouloir dire, ne sont pas propres à Cathy, mais peuvent s'appliquer aussi bien à une autre femme de cette série. Donc, ces gravures ne la représentent pas. Par contre, c'est un hommage à Cathy. J'y ai inscrit, gravé à jamais avec un burin, son nom Cathy dans une, et Bernheim dans l'autre gravure. Il y a dans cette série, une série de peintures également, les noms de Rachel Mizrahi, Anke Rien, Monique Wittig, Alice Schwarzer, Annie Cohen et moi-même. Il y a aussi des visages qui n'appartiennent pas à des femmes de mouvement, mais tous sont des visages de femmes, jamais d'hommes. J'ai voulu un monde où le féminin est universel. Merci. Je vais laisser donc conclure cette première partie par Orit Mizrahi avec 3 poèmes. Le détenu Smirnov a refusé une visite privée. Motif : a voulu éviter à sa sœur l'humiliation d'une fouille corporelle. Ce qu'aurait pu dire la sœur de Smirnov. Ce que tu ne sais pas, mon frère détenu dans toutes les prisons, c'est que pour te voir, je ne sens pas les mains qui fouillent dans mon corps à la recherche d'un amour qui n'a pas de forme, pas de traces, mais tant de poids. Un amour dont ils n'ont pas de preuves à verser au dossier. Un amour qu'ils n'arracheront pas comme une mauvaise herbe de mon corps. Ce que tu ne sais pas, mon frère, c'est que leur regard, quand je veux te voir, glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'une canne sauvage. Ce que tu ne sais pas, mon frère détenu dans toutes les prisons, c'est me laisser choisir, de la douleur de ton absence à celle de l'humiliation, laquelle je préfère. Ni l'un, ni l'autre. Viens, petite sœur. Nous irons dans les rues qu'ils nous interdisaient, sans permission. Ils te diront « monsieur » sans hésiter. Pour moi, ce sera plus difficile. Bonjour, monsieur ma sœur. Je savais bien qu'on se rencontrerait un jour ailleurs que dans les beaux quartiers de notre enfance. Aujourd'hui, je marche dans ces rues où tu marches. J'habite ton corps un instant, pour rien. Je fantasme des mondes à découvrir ensemble, attachés à la ville et parcourant la ville unique, la métropole des regards fuyants. New York, disait le fou qui n'était pas si fou. 100 millions de Viet Cong, visages. Écorchés vifs au regard des enfants qui demandaient
Tu es un homme ou une femme? Je posais la question à mon corps, qui ne savait répondre. Rien, disait mon corps, refusant ses limites. Les normes dépassées me tiraient dans le dos. Longtemps après, tu répondais à l'interpellation des hommes, ni l'un, ni l'autre. Complainte d'une nuit sans rêve. Et, monsieur Viol, tu marches dans ma rue, dans la nuit blanche, sur mes pas, tape, tape, et je marche avec toi, sans vouloir, attentive à ce corps déchirant mon espace, au rythme de ce souffle, devinant des pensées que je ne connais pas, tape, tape. Et depuis mon enfance, je fuis l'ombre et je pense, ça devait arriver. Et, monsieur Viol, ça n'arrivera pas. Tes villes de béton se referment sur toi. Ton corps mûr, où ma peau ne se blessera plus, s'effrite doucement sur le bord du trottoir, statue de sang. Et, monsieur Viol, le chant des sœurs est illusoire, usé de trop de cris que je n'entendais pas. La force des femmes est à peine plus violente qu'un souffle d'air, mais elle m'emporte loin de toi, sur l'autre rive d'un matin où je marche à mon pas. Merci beaucoup Aurit. Nous allons donc faire une petite pause. Il y a du café, il y a la spécialité de Saint-Sauveur, du pavé de Saint-Sauveur, il y a les livres de Cathy, il y a ce petit document que Michel Revel a fait imprimer, que je vous invite à aller chercher tant qu'il en reste quelques exemplaires, qui vous permettra une sorte de carte pour redécouvrir Cathy Bernheim. Entre les livres, le sac et les affiches, vous verrez une petite urne. Et là, c'est le directeur de la Maison de Colette qui parle. Toutes nos manifestations culturelles sont organisées avec nos fonds propres. Et donc, tout le soutien que vous nous apporterez nous permettra de continuer notre travail. Merci, bonne pause, à tout de suite.